l'éolien en mer, dont le débat public vient de se terminer en août dernier et dont la restitution a eu lieu en novembre. Je vais laisser notre référent sur ces questions-là à FNE Normandie en parler, donc Guillaume Blavette, qui est administrateur de FNE Normandie. Guillaume, je te laisse la parole. Guillaume, je crois qu'il faut que tu actives ton micro. Guillaume, ton micro, s'il te plaît. Ouais, merci Étienne. M'entendez-vous? Oui, là, ça va. Oui, donc, alors, je ferme cette fenêtre intempestive. Voyez-vous la présentation sur vos écrans? Je n'ai pas de retour là dans cette configuration-là. Oui, c'est bon. Ok, bon bah merci à toutes et à tous d'être présentes en nombre ce matin, ça fait plaisir. Je remercie Guillaume là pour cette présentation très exhaustive de l'état de la biodiversité à terre. Et là, il est fini par aborder les questions littorales, parce que les enjeux sont majeurs sur le littoral et en mer, alors que la transition énergétique nous invite à utiliser ces espaces en vue de la production d'énergie. Et c'est bien ce qui nous a occupés, hein, moi et André aussi, hein, que je tiens à citer, à remercier, parce que on a travaillé en commun et de concert là, tout au long du débat public qui s'est terminé à la rentrée sur un projet de quatrième parc éolien en mer au large de la Normandie. Donc, l'enjeu, c'est bien de réussir la transition énergétique, hein, c'est l'objet de ce premier slide, puisque nous sommes dans un état de droit où il existe des lois, hein, des lois qui ont fait l'objet de très longs débats, qui ont fixé des objectifs. Parmi ces objectifs figure le développement de l'éolien en mer. Hein, vous pouvez voir des chiffres assez ambitieux d'ici 2028, alors que notre pays accuse un retard conséquent par rapport à ses principaux voisins. Hein. Je pense en particulier à l'Angleterre, qui a comblé son retard par rapport aux pays de la mer du Nord, qui sont pionniers dans la matière. Donc voilà, mais on ne peut pas installer de l'éolien en mer n'importe comment au vu de la biodiversité. Donc jusqu'à présent, l'État avait en toute autorité proposé des appels d'offres sans concertation préalable. C'est un énorme regret que l'on avait formulé à FNE. Et là, en déclinaison du dialogue environnemental en mer dans le comité maritime de façade, nous avons demandé que le problème soit pris en amont. Et donc, la Commission nationale du débat public a été saisie par l'État pour réfléchir en amont des projets à la zone qui serait une zone de moindre impact où pourrait se développer un quatrième parc éolien après ceux du Tréport, de Fécamp et de Courseulles pour notre région. Alors, bien évidemment, la démarche de l'État invite à beaucoup de réserves. Hein, le zoning que vous pouvez voir à l'écran ne fait pas l'objet d'un très large consensus. Toujours est-il que c'est une base de travail pour un dialogue commun dans l'espoir de trouver un consensus. Et dans la démarche, c'est intéressant. De quoi s'agit-il précisément? Eh bien, vous voyez sur les zones numérotées 3 et 5, de déterminer où il serait le moins impactant pour l'environnement, de développer un parc éolien
offshore, selon deux objectifs complémentaires, de la production d'énergie, je le disais, mais dans notre région, il y a aussi une dimension industrielle non négligeable, puisque nous observons le dépérissement, voire l'arrêt des industries pétrolières, et qu'il faut bien réutiliser des compétences, des expertises qui existent ici en vue de développer des activités pour le siècle qui s'ouvre. Donc un débat public a eu lieu, je vous l'ai dit, qui a été l'objet d'un dialogue très intéressant. Comme vous pouvez le voir sur cette image qui est une copie du dossier de la synthèse du débat public, eh bien l'opportunité même de l'éolien a été discutée pour beaucoup d'objets. Le principal objet que nous avons retenu avec André et qui fera l'objet de la conclusion que je développerai tout à l'heure, eh bien c'est un défaut de connaissance. Hein, Guillaume l'a bien exprimé par rapport à la biodiversité terrestre. Je dirais que c'est pire en mer. Et à l'occasion de ce débat public mené de main de maître par Francis Bossir, un large consensus est ressorti sur la nécessité d'approfondir des connaissances au-delà des zones que vous voyez indiquées ici en violet foncé, qui ont fait l'objet des précédents appels d'offres. Se pose aussi un autre problème, qui est celui de la cohabitation avec d'autres activités maritimes. Et sur notre territoire, on ne peut que penser aux pêcheurs qui parfois jouent de posture, voire les surjouent, mais qui souvent tout de même disent des choses que l'on ne peut pas écarter. Pardon. Voilà. Sur cette diapositive, donc, on peut voir qu'on est face à un espace maritime extrêmement sensible, où tout ne peut pas être fait et qui impose des investigations complémentaires. Pour autant, le dialogue environnemental a joué dans le cadre de ce débat public, et une sorte de scénarisation, tout du moins des propositions, émanent de la consultation du public, comme vous pouvez le voir sur ce document. Vous voyez donc des zones qui ont été esquissées, qui pourraient accueillir des parcs dans des conditions, disons, respectueuses de la nature et de l'environnement, des milieux et des espèces, si tant est que les maîtres d'ouvrage réalisent les opérations dans de bonnes conditions. On voit principalement trois types de propositions qui ressortent. La première proposition serait d'étendre les parcs aujourd'hui en exploitation. Ce que l'on voit au nord-est avec une zone au large du parc Dieppe-le-Tréport, au milieu à l'ouest de la zone de Fécamp, et nous l'avons proposé à l'occasion du débat, Gilles Eusnin et moi, la possibilité d'élargir le parc de Courseulles en Basse-Normandie. Donc ça, c'est le premier type de proposition qui est ressorti du débat. Deuxième type de proposition, c'est ce qu'on appelle les propositions grand large, que vous pouvez voir en haut de l'image, qui sont réputés avoir un moindre impact au vu des connaissances très faibles dont nous disposons aujourd'hui, mais qui peuvent
poser des problèmes, on verra dans le slide suivant, en termes de raccordement. Enfin, troisième type de proposition qui émane de ce débat public, c'est l'ouverture d'une nouvelle zone au large de Barfleur. Et effectivement, comme vous pouvez le voir sur cette image, à l'issue des différentes modalités de consultation du public par la commission particulière du débat public, c'est la zone de Barfleur, hein, au nord-est du Cotentin, qui tient la corde aujourd'hui. Mais nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette réponse, parce que la principale remarque adressée par France Nature Environnement, nous-mêmes et les associations fédérées, c'est qu'il faut envisager à l'échelle du calendrier fixé par la programmation pluriannuelle de l'énergie l'aménagement de la mer, ce qui implique une planification. Or, j'en reparlerai tout à l'heure, on est face à un État qui continue de vouloir procéder au coup par coup et qui ne prend pas suffisamment en compte les enjeux dans le temps par rapport à un environnement très sensible qui se dégrade quand même très vite. On a vu ce qui se passe à terre. J'oserais dire qu'en mer, c'est parfois pire. Mais justement, l'éolien est un vrai problème qu'il convient de résoudre parce qu'il pose des problèmes en mer, je n'arrête pas de le dire, mais il pose aussi des problèmes de raccordement, ce qui apparaît sur ce PowerPoint, puisqu'il faut connecter les parcs qui tourneraient, qui, je l'espère, tourneront en mer, au réseau de transport et de distribution de l'électricité, problématique à la fois complexe et très onéreuse. En tout cas, notre fédération, tant au niveau national qu'au niveau local, s'est mobilisée. Hein, André, Elodie Martini-Cousti, nos amis de PLH ont été présents tant que faire se peut tout au long de ce long débat public qui aura duré 6 mois, avec une pause due à la crise sanitaire entraînée par la Covid. Et nous avons donc publié 4 cahiers d'acteurs que vous pouvez consulter en ligne, dans un même esprit, chacun déclinant des propositions particulières. En tout cas, FNE a été très vivement remercié par la Commission nationale et la Commission particulière pour son engagement et notre souci d'œuvrer avec tous les acteurs, que ce soit avec les pêcheurs ou avec les industriels de la mer, sans oublier bien évidemment les collectivités locales. Et force est de reconnaître que nos interventions ont été tout le temps reconnues par Hubert Dejean de la Bâtie, avec lequel on a l'habitude de dialoguer sur ces thèmes, mais aussi le département de Seine-Maritime, représenté par Madame Sinopatrie. Nous acceptons l'éolien donc dans le réseau FNE, mais pas à n'importe quel prix. Et ce que nous attendons en fait de l'affirmation de cette filière encore émergente, c'est la recherche de l'excellence environnementale. Ce que nous réclamons finalement depuis 10 ans, depuis le premier débat public sur l'éolien offshore qui a eu lieu
ici en France en 2010 avec le projet des deux côtes porté par mes amis de la compagnie du vent. Donc, nous déplorons depuis 2010 un défaut, ou tout du moins une maladresse dans la mise en œuvre de la concertation qui a suscité des réactions très défavorables et des oppositions très actives. Et voilà pourquoi on réclame aujourd'hui, plus que jamais, la définition d'une stratégie nationale, une stratégie qui se décline sous forme d'une planification qui laisse le temps au temps. Il faut reconnaître que ce débat public a été à l'écoute de ces interventions de France Nature Environnement, de France Nature Environnement Normandie, qui a pu bénéficier de l'entente et de l'accord de nouveaux acteurs. Premier point qui ressort de ce débat public, c'est l'accès à l'information. Hein, trop longtemps, les dossiers éoliens ont été traités dans des commissions à la préfecture maritime ou ici à la préfecture de Rouen, sans que le grand public soit dûment informé des enjeux, ce qui a laissé un viaduc aux anti-éoliens pour diffuser des informations non seulement fausses, mais parfois mensongères. Non pas tant que ces gens-là sont mal intentionnés, mais la configuration même du dispositif a fait que les informations n'étaient pas disponibles, que d'aucuns considéraient qu'elles étaient absentes, en tout cas, faute de pouvoir y avoir accès, eh bien, des rumeurs ont circulé. Le deuxième point très important, c'est que il faut absolument progresser dans l'élaboration d'une connaissance scientifique, environnementale, qui ne puisse être laissée au seul maître d'ouvrage. Et pour cela, nous avons réclamé, notamment avec des acteurs industriels comme WPD, que les études soient menées de manière publique, concertée, en intégrant les données apportées par une diversité d'acteurs, bien évidemment les pêcheurs, notre réseau associatif ou les associations qui gravitent autour de nous. Hein. Je pense en particulier au GMM, qui n'est pas fédéré, mais avec lequel on a un dialogue constant, et aussi des experts non institutionnels. Tout cela pour faire quoi? Eh bien pour planifier, prévoir, concevoir ce qui est possible aujourd'hui, ce qui serait possible demain et dans quelles conditions. C'est bien ce que Madame Joanneau, la présidente de la Commission nationale du débat public, dans laquelle FNE est très investie, a souligné dans son bilan, qui a son honneur et qui rappelle deux points essentiels pour nous à France Nature Environnement, c'est que nous intervenons à la fois dans le souci de la nature, du milieu et des espèces, mais aussi dans le souci que l'État mette en œuvre cette démocratie écologique dont il est question depuis le Grenelle de l'environnement, mais qui peine, somme toute, à advenir, tellement l'État a ici l'habitude de travailler en vase clos, et c'est le cas plus particulièrement dans le domaine de l'énergie, où nous déplorons un déficit de démocratie, et je pourrais vous en parler longtemps en tant que militant anti-nucléaire. En tout cas, on peut se féliciter de la tenue de ce débat public qui a traduit
dans des documents opposables et dûment argumentés, des paroles et des revendications que FNE tient depuis une dizaine d'années. Malheureusement, les choses ne sont pas si simples. Parce que comme vous pouvez le voir dans ce document, si de nombreuses, entre guillemets, contraintes environnementales existent, l'État veut aller très vite et d'aucuns peuvent penser que l'administration a abordé ce débat public avec un projet déjà ficelé en tête. Et pour nous, c'est inacceptable. C'est inacceptable puisque chacun a pris le temps d'échanger, de dialoguer. Même la Fédération des pêcheurs, représentée par Dimitri Rogov tout au long de ce débat public, a joué le jeu. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une réponse de l'État qui veut aller vite et à notre sens trop vite. C'est pour cela que AFNE Normandie, nous envisageons aujourd'hui d'interpeller tous les acteurs du territoire pour créer un front, hein, vous passerez l'expression, mais je pense que c'est celui qui est le plus juste, pour demander à l'État de prendre le temps de réfléchir. Pourquoi cela? Ben pour une raison essentielle. C'est que, comme je le disais au début de mon intervention, les appels d'offres qui ont été faits dans l'éolien offshore jusqu'à présent n'ont pas suffisamment pris en compte les données environnementales. Ce qui a abouti à des situations de blocage, ce qui a fait que des associations amies attachées à la protection de la nature et de l'environnement ont été amenées à déposer des recours contre des projets parce que dans les appels d'offres, la dimension écologique n'était pas à sa place. Nous, ce que nous attendons aujourd'hui au regard du retour d'expérience depuis 10 ans, c'est que l'État intègre pleinement la dimension écologique dans les appels d'offres pour que les porteurs de projets développent les meilleures pratiques. On sait que parmi eux, beaucoup l'attendent, mais ce que l'on a entendu le 12 novembre dernier lors de la restitution nous inquiète, puisque l'État voudrait répondre au débat public de manière très rapide avant la fin de l'année et lancer les appels d'offres dès le premier semestre de 2021. Nous considérons que ce n'est pas possible au vu des connaissances et ce que nous demandons avec insistance, avec André Berne plus particulièrement, mais aussi Élodie Martini-Cousti au niveau national, c'est qu'on prenne un temps de débat qui intègre toutes les parties prenantes, que l'appel d'offres soit édifié de manière participative et ouverte, et que comme cela, et c'était l'intention de Madame la Ministre quand elle nous a parlé le 12 novembre, les oppositions aient des réponses à leurs problèmes, que les plus réticents se sentent pris en compte et que l'on puisse passer très rapidement en phase opérationnelle. Parce qu'il est là le problème. En France, nous avons été incapables de passer à l'action. Depuis 2010, le Royaume-Uni a réussi à mettre en activité des capacités de production qui correspondent au double de ce qui était prévu en France en 2010, alors que chez nous, à part une éolienne pilote à Saint-Nazaire, il n'y a aucune éolienne en mer qui tourne aujourd'hui. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous tirons un constat de carence de ce qui a été fait par l'État, dans le souci de la transition énergétique, dans le souci de la préservation du milieu marin, mais aussi d'une revitalisation de nos zones littorales qui, comme beaucoup de territoires dans notre pays, sont l'objet d'une déprise économique et démographique que nous regrettons. Moi, j'ai vécu 10 ans à Dieppe. Je suis très attaché à ce que les ports,
de notre région, hein, de Cherbourg jusqu'au Tréport, retrouve une vitalité avec d'autres activités que le tourisme. Il y a possibilité d'articuler des activités traditionnelles en mer, de nouvelles formes de production d'énergie, l'éolien, mais aussi les hydroliennes, qui permettent d'offrir une espérance, un avenir et un cadre de vie attractif à toutes ces populations. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Vous pourrez regarder le PowerPoint plus en détail. Et avec André, je pense qu'on peut répondre aux questions que vous pouvez nous adresser au regard de cette présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup à toi, Guillaume, pour cette présentation. Tu as été très synthétique et t'as pas trop, tu laisses un peu de temps pour les questions, donc c'est très bien. Il y a eu pas mal de questions dans le chat pendant ta présentation, avec une première question qui a été posée par Michel Horn, qui pose une question sur la situation des hydroliennes en région Normandie. Bah, c'est la cata. C'est la cata, hein. Moi, j'ai failli racheter, parce que je crois qu'elles ont été vendues 1000 euros, les pilotes industriels qui ont été faits à Cherbourg. Une boîte avait été ouverte là-bas. Et elle a fait faillite pour des raisons à la fois industrielles, financières et politiques. Et voilà, je suis consterné par ces choix industriels qui n'ont pas été compensés par une parole et des politiques publiques à la mesure des enjeux. On a 20 ans de retard. Alors, Jason Fiant posait une question quant à l'impact sur les oiseaux migrateurs par l'éolien en mer. Alors, euh, il ne faut pas surévaluer les impacts. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'impact, mais comme je le disais, nos voisins britanniques peuvent bénéficier d'un retour d'expérience. Et il y a 2 ans, des études très précises ont été publiées sur le parc du Thanet. Hein. C'est un parc qui est en baie de Tamise, qui montre que des mesures qui avaient été prévues par les maîtres d'ouvrage se sont avérées justes. Et aussi, la lecture de cette documentation et discussions que j'avais eues avec Romain Guédon, qui était le responsable environnement du projet d'éolienne en mer Dieppe-le-Tréport, m'ont amené à concevoir que les oiseaux n'étaient pas cons. Hein, et les oiseaux voient les parcs et peuvent, pour l'essentiel, les éviter. Le problème que l'on aurait sur notre littoral et qui implique vraiment des investigations, des revues de littérature, c'est l'accumulation sur les parcours migratoires des parcs. Donc si on sait que les oiseaux peuvent, dans leur grande masse, éviter un parc, mais si 2, 3 parcs sont à la suite, on peut être inquiet. Et ça demande une véritable réflexion, et c'est un des points qu'on a demandé avec André et Elodie, qu'une réflexion soit menée là-dessus au regard de ce qui existe en mer du Nord, même si les milieux, les environnements ne sont pas absolument comparables. Donc effectivement, il y a toute une série de points d'alerte par rapport aux impacts sur la vie faune, les migrateurs, la vie faune marine, mais ce que je salue dans le développement de cette nouvelle filière industrielle, c'est qu'on a quand même beaucoup d'acteurs qui ont une conscience écologique et qui ont proposé des mesures d'adaptation au milieu qui correspondent à ce qu'on appelle en France la démarche ERC. Hein, dans la conception et la mise en œuvre, on évite, on réduit et il n'y a pas été besoin de passer à des compensations, tout du moins à l'étranger, parce que malheureusement en France, on ne le sait pas encore au regard du retard pris.
Juste, j'interviens comme un pirate, mais pour dire qu'il y a des études danoises et autres en mer du Nord qui ont été faites, et ce serait dommage de ne pas les avoir en fait, parce que je suis sûr que c'est possible de les obtenir, ces études-là. Et ça, c'est une des exigences qu'on peut avoir. Tout à fait, Guillaume, et d'où notre demande insistante qui est une information, et même traduite, parce que souvent c'est en anglais ou dans des langues exotiques scandinaves, pour que les gens voient qu'on répond à leurs problèmes, que des synthèses soient faites pour que le grand public s'approprie les véritables enjeux. Alors, André Berne souhaitait réagir à ce propos. Oui, enfin, je préfère peut-être que toutes les questions à poser soient posées, puis peut-être je donnerai un petit mot conclusif sur le sujet qui a très très bien développé Guillaume. Ça marche très bien. Alors, justement, sur le sujet de la connaissance, ça réagit dans les commentaires. Je parle comme un speaker, c'est insupportable. Enfin, avec notamment un premier commentaire de Paul Ferlin. On ne peut pas dire que l'on manque totalement de connaissances. Le préalable était d'exploiter et transposer les études réalisées en Allemagne, pays qui possède un recul important sur cette filière, puisque l'implantation des premières éoliennes remonte à plus de 20 ans. Et juste après, Pierre Dieulafay a réagi en soulignant que, de manière générale, on manquait de connaissances sur le milieu marin. Du coup, non, mais le problème des REX étrangers, on vient de l'aborder avec Guillaume, là, à l'instant. L'éolien offshore, c'est le monopole, c'est la chasse gardée d'un petit milieu qui parle entre eux, où les gens parlent entre eux. Alors qu'on le voit bien dans notre région, et je pourrais évoquer Catherine Pancol, là, qui peut faire des bouquins tout à fait lisibles, mais qui lit beaucoup de conneries sur l'éolien, les gens ne savent pas, comment accéder à l'information, et les gens disent n'importe quoi. La transparence n'existe pas dans notre pays, si ce n'est pour quelques spécialistes qui savent où aller trouver l'information, et que quand vous le verrez là en détail dans ce que j'ai indiqué sur ce PowerPoint, nous demandons que cette banque d'informations publiques, commentée, synthétisée, soit mise à la disposition du plus grand nombre, pour qu'on évite que les familles de CSP+, parisiennes qui ont une petite villa à côté du Tréport pensent que l'éolien va détruire le cadre de vie où ils ont passé leur enfance. Oui, en Allemagne, il y a des retours d'expérience. Au Danemark, en mer du Nord, en Angleterre, ok, mais avec une réserve quand même, ce ne sont pas des milieux et des environnements totalement comparables aux nôtres. Le milieu le plus comparable, c'est l'Angleterre, et c'est avec nos voisins anglais, en dépit de cette connerie de Brexit, qu'il faut travailler, notamment dans le souci de développer les activités industrielles sur un site comme Le Havre. Très bien. Alors, une question maintenant de Clémentine Pain. En plus de ne pas prendre en compte la dimension de la biodiversité menacée, les pales des éoliennes sont en fibre de verre matériel que nous savons recycler à ce jour, à changer environ tous les 30 ans. Y a-t-il des alternatives ou des projets en cours afin d'y remédier? Alors là, ouais, non, mais ça, c'est un argument typique des anti-éoliens qui adorent montrer des cimetières de pales éoliennes faits il y a 15 ans aux États-Unis. Moi, je bosse un peu sur le revamping des parcs à terre. C'est un problème qui se pose pas. C'est comme il y a des gens qui disent que les panneaux photovoltaïques sont hyper polluants. Mais on sait réparer des panneaux photovoltaïques. On sait les faire durer. Et excusez-moi, une pale d'éolienne, c'est de la fibre de verre, du carbone, enfin des choses qui ont un coût énorme. Ça n'a rien à voir avec un générateur de vapeur de la centrale de Paluel. Hein, à Paluel, on a dû construire 4 bunkers avec des murs de 2,50 m d'épaisseur pour entreposer les générateurs de vapeur qui ont été démontés à l'occasion
du grand carénage. Moi, je suis un petit peu plus inquiet pour les déchets issus du démantèlement des centrales nucléaires que les éléments qui peuvent s'abîmer, mais qu'on sait réparer, des éoliennes. À Hiroshima, en 1945, les gens n'ont pas été fauchés par des pales d'éoliennes. Les Américains n'y avaient pas pensé. Hein. On sait réparer ce genre d'équipement. C'est l'objet d'une recherche. Et par rapport au reportage là, qui est passé cette semaine, le souci de tous les copains qui sont dans les bureaux d'études et dans l'industrie depuis 15 ans, c'est de diminuer le recours aux terres rares. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de terres rares dans les aérogénérateurs parce que on a un ingénieur qui bosse dans l'éolien, est un ingénieur un petit peu écolo. Et moi, j'en suis, je vous dis, à faire une comptabilité de tous les ingénieurs qu'on pique à la filière nucléaire et qu'on envoie vers les énergies renouvelables. Un ingénieur piqué à la filière nucléaire, pour moi, c'est un succès dans un pays où, pendant longtemps, l'industrie atomique a été l'alpha et l'oméga des carrières professionnelles de beaucoup d'ingénieurs. Étienne, est-ce que je peux intervenir? Oui, vas-y Arlette. Au Crépan, donc je représente le Crépan, et au Crépan, nous avons aussi envoyé une contribution sur ce débat public du 4e parc. Et nous sommes surtout intervenus en tant que naturalistes. Et nous avons évidemment déploré le manque d'études scientifiques sur la biologie marine qui est dans une inquiétante diminution. On s'est, entre autres, on s'est appuyé sur toutes les constatations scientifiques du professeur Dauvin de l'université de Caen, qui a dit qu'évidemment, il n'y a pas un bon fonctionnement des écosystèmes. On avait déjà dans le DSF remarqué qu'il n'y avait pas d'approche écosystémique des espaces maritimes, qu'il y avait un manque d'indicateurs et de cibles pour les objectifs environnementaux. On l'avait déjà déploré, que c'était avant tout une planification de l'espace maritime, surtout économique, sans prendre vraiment sans les enjeux environnementaux. Bon, donc là-dessus, je rejoins ce que dit Guillaume, mais là, il faut évidemment une planification. Mais il y a quand même des gens, comme au Crépan, nous, on a pris la décision de localiser l'implantation du futur parc. On a dit, en accord aussi, en s'appuyant sur les remarques scientifiques du professeur Dauvin, que ce serait bien, en effet, avec le minimum évidemment d'impact environnementaux, que la zone en face de Barfleur présentait les moindres risques, mais qu'il fallait évidemment des études préalables. Et je voulais demander à Guillaume, je lis dans ce qu'a pondu l'enquête publique, la commission, que le public continuera à être informé à toutes les étapes du projet par l'État. Le cahier des charges pourra en particulier prévoir la mise en place d'une instance de concertation et de suivi du projet, pilotée par l'État, et rassemblant l'ensemble des parties prenantes. Donc, on pourrait s'assurer d'être partie prenante dans cette instance de concertation. Et quand il dit que l'État va trop vite, non, peut-être pas, parce qu'il faut quand même s'en sortir de ces parcs éoliens qui ne voient pas le jour. Hein. Il y a quand même 5000 éoliennes connectées à un réseau en Europe, et en France, il n'y a toujours rien. Donc, il est dit aussi qu'à l'issue du débat public, une fois la décision prise de lancer une procédure de mise en concurrence sur une zone de projet, des études techniques et des études environnementales, état initial de l'environnement, c'est ce qu'on demande, seront réalisées par l'État et RTE. Alors, est-ce qu'il faut faire confiance à l'État ou pas? En la matière,
je ne fais pas confiance à l'État, je vais t'expliquer pour deux raisons. D'abord, s'il y a une extraordinaire continuité du personnel à la Direction générale de l'énergie et du climat sur le nucléaire, dans les ENR et en particulier sur l'offshore, il y a un turnover qui est insupportable. Donc quasiment tous les 6 mois, on se retrouve avec une nouvelle personne qui reprend le dossier sans qu'il y ait d'interface avec la personne qui l'a précédé. Donc on sent qu'à la Direction générale de l'énergie et du climat, l'intérêt n'est pas là. Ensuite, moi je tiens bien à insister sur un argument que j'ai essayé de développer dans ma présentation préalable, c'est que là l'État nous propose une post-concertation, comme cela existe à Fécamp. Et effectivement, à Fécamp, il y a une espèce de comité de suivi qui se réunit une fois par an, qui est assez formel et que l'on a dû compléter par des échanges informels avec le bureau d'études qui a conçu le projet, Rémi Casteras et WPD, très concrètement. En tout cas, moi ce que je salue dans tes propos et dans ceux du Crépan, c'est que tout ce que tu as dit, Arlette, est dans la stricte continuité de ce que Sylvie Barbier, qui nous représentait au comité maritime de façade tout au long des années 2010, a dit. Sylvie a toujours été une référence reconnue, que ce soit au ministère ou en région. On ne nous a pas entendus. Or, aujourd'hui, ce que nous voudrions tant que faire se peut, c'est que ces avis, cette expertise du mouvement environnementaliste concourent à la définition de l'appel d'offres, de la mise en concurrence. Très concrètement, sur le projet Dieppe-le Tréport qui crée tellement de polémiques, on l'avait vu à l'époque, les aspects environnementaux ne représentaient que 20% des critères. Et donc la réponse du maître d'ouvrage a été à la mesure de ce que demandait l'État initialement, d'où la levée de bouclier des pêcheurs, d'où la colère de Gilles Eusna, que souvent on considère comme excessif, mais qui repose sur des éléments objectifs, ce qui fait qu'en 2018, on a dû redessiner complètement le parc éolien, que suite à l'avis de l'OFB, on a revu totalement la configuration des machines en rallongeant les mâts. Ça, si on avait pris le temps de réfléchir en 2010, on aurait évité ce que je considère comme des pertes de temps qui n'ont fait que reprendre des éléments qui étaient opposés dès l'origine. Prenons le temps de bien dimensionner les projets et passons très vite en phase opérationnelle. Je pense que les salariés là, qui commencent à travailler sur l'usine du Havre, là on parle de notre territoire, on hâte que les machines qu'ils fabriquent, les pales qu'ils fabriquent soient mises en œuvre le plus rapidement possible. Je pense que c'est un enjeu sur un territoire comme l'estuaire où on a des taux de chômage monstrueux. Et en tant qu'écologiste, je prends en compte la nature, je prends aussi l'environnement humain, parce qu'il y a des compétences sur notre littoral qui sont gâchées en raison d'une déprise industrielle consternante. Donc mobilisons notre territoire, associons les enjeux dans le cadre d'une réelle réflexion, et ça malheureusement ça prend des fois un peu de temps. Merci Guillaume pour cette intervention. Je vais terminer la phase de questions ici parce que nous avons dépassé le temps. Simplement, André Berne voulait prendre la parole pour conclure sur la question de l'éolien et on va passer sur Lubrizol après. Oui, merci de me passer la parole. Bon, quelques mots très rapides. D'abord, remercier Guillaume pour le travail qu'il nous a présenté. Je pense qu'il était très clair. Alors, ces questions énergie-environnement, évidemment, sont prégnantes. L'énergie est un besoin fondamental des sociétés. On peut rien faire sans énergie. Mais c'est aussi des sources de pollution importantes. Il n'y a pas d'énergie qui ne pollue pas. La seule, comme disait Dominique Voynet, le seul kilowatt qui ne pollue pas, c'est celui qu'on n'a pas consommé, qu'on n'a pas dépensé.
Alors, parmi toutes les sources de production importantes et significatives, il est probable que la production éolienne soit l'une des moins polluantes. Hein. Quand on compare au sujet nucléaire, je pense qu'il n'y a pas photo. Jusqu'à présent, c'était quelque chose d'un peu marginal. Maintenant, on peut créer des parcs de grande puissance, puisque je rappelle que les parcs en question sont des parcs qui vont faire 1 gigawatt. Comparé par un EPR, c'est à peu près la moitié. Un EPR, c'est 1,6 gigawatts. Donc, avec 2 parcs, on produit plus d'électricité qu'avec un EPR. Bon, avec des avantages et des inconvénients, effectivement, l'un des sujets de l'éolien, c'est son intermittence. Mais la présence des parcs en mer diminue cette intermittence, permet de capter beaucoup plus d'énergie et puis a probablement des effets environnementaux beaucoup moins majeurs ou dérangeants que ceux qu'on peut trouver sur Terre. Alors, je ne reviens pas sur la question de la CNDP et du débat public qui était extrêmement conduit. À la suite de ce CNDP, on a eu un débat avec les ministres. Il y avait Madame Pompieli et puis Madame Girardin, la ministre de la Mer, ce qui a permis d'avoir un dialogue fructueux. Et puis, comme le disait Guillaume, on est un peu resté sur notre faim, quelque part, parce qu'il y a quand même un sujet qu'a soulevé Arlette, qui est celui de l'importance maintenant d'y aller. Alors, quand on analyse les raisons pour lesquelles on n'a pas encore mis un seul parc éolien en France, malgré la PPE, malgré tous les discours, il y a 2 raisons, je pense, qu'on peut identifier. Il y a d'abord la première qu'a soulignée de manière indirecte Guillaume, c'est qu'il y a eu très longtemps une opposition, je dirais, un peu souterraine et administrative au sein de la DGEC et d'un certain nombre de personnes qui étaient effectivement toujours très branchées sur le nucléaire. Donc, malgré la volonté politique derrière, ça a un peu traîné des pieds. Et puis, il y a un autre sujet qui a été majeur, qui a été celui des recours. Parce qu'effectivement, il y a eu de très nombreux recours. Et donc, ces recours qui sont posés donc, devant les instances administratives, les tribunaux administratifs, les cours administratifs d'appel, le Conseil d'État, sont un frein très, très puissant à l'implantation de ces projets. Donc, l'idée qu'on a eue avec FNE National, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'accélérer le sujet. Alors, évidemment, les 3 conditions qui ont été posées peuvent apparaître a priori comme étant un ralentissement ou un frein. Mais en réalité, quand on veut, je dirais, sauter un obstacle, parfois il faut prendre un peu de recul, pour prendre un peu de vitesse pour pouvoir le sauter mieux. Alors, ces 3 conditions me paraissent essentielles pour notamment déminer un certain nombre d'oppositions. La première, c'est l'établissement d'un plan global qui nous permettrait d'y voir plus clair sur le long terme. Sinon, à chaque fois qu'on fera un nouveau parc, on va de nouveau avoir une CNDP qui va de nouveau durer 1 an, qui va de nouveau donc déboucher sur des débats à n'en plus finir. Donc, je pense qu'une bonne fois pour toutes, il faut dire combien est-ce qu'on veut d'éoliennes en France, combien est-ce qu'on veut d'éoliennes, combien de parcs en mer de Manche et où on va les implanter. Ça, c'est le premier sujet. Le second sujet, c'est un sujet fondamental, c'est celui des connaissances. Alors, il y a beaucoup de connaissances, mais c'est surtout sur les endroits qui ont été explorés pour les futurs parcs. Par contre, sur les autres endroits, c'est extrêmement vague. L'une des causes, par exemple, l'une des raisons pour lesquelles on a positionné des parcs en extrémité, je dirais loin de la côte, c'est qu'on les a mis sur des zones qui n'étaient pas cartographiées, qui n'étaient pas inventoriées. Donc, on s'est dit, là, il n'y aura pas de problème. Mais ça, c'est un raisonnement qui est juste faux sur le plan scientifique. Donc, il faut vraiment qu'on aille un peu plus loin. Et puis, du coup, ça va quand même désamorcer le sujet, les sujets prégnants, parce qu'on se doute quand même quelque part que sur les oiseaux, sur les chiroptères, sur les grands mammifères, ce n'est pas si catastrophique que ça. Mais il faut quand même le démontrer. Et puis, le troisième sujet qui est fondamental aussi pour désamorcer les contentieux à venir et les sujets, c'est le sujet de la situation des populations. Parce qu'effectivement, si on fait juste un débat public avant de dire on va faire un 4e parc et puis ensuite plus rien, on fait le cahier des charges dans son coin, on fait les appels d'offres dans son coin, on fait les études d'impact dans son coin, c'est évident que là, on aura sûrement des réactions. Alors, l'idée, donc, c'est de demander qu'il y ait une poursuite de l'accompagnement et des discussions avec le public, le grand public, sur ces projets. Et je crois que l'autre jour, on a eu une discussion avec la CNDP. Et l'idée, moi, qui me paraît très bien, c'est qu'il y ait un garant soit nommé pour cette poursuite et qu'à certaines phases un peu essentielles du sujet, on réouvre les débats.
voilà un peu les trois grands thèmes qui vont être proposés, en plein accord avec FIANA National, qui est sur la même longueur d'onde, si je peux dire, et qui pourront faire l'objet donc d'un partage avec plusieurs parties prenantes. Et notamment, moi, je pense effectivement une bonne idée d'essayer d'associer quand même les pêcheurs à cette démarche, qui sont quand même des gens qui sont assez anti-éoliens. Si on pouvait les faire un peu évoluer positivement sur le sujet, je pense qu'on aurait marqué des points. Voilà, j'en arrête là et encore merci à Guillaume pour cette très belle présentation.